Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, donc, avec Yoann Huget, bonjour. Bonsoir messieurs, vous êtes en forme? On est complètement en forme, tout comme Philippe Songuero. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'on peut nous suivre sur l'appli Sud Radio. Et puis bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. Bon, quelques infos. La première, on va donner, une fois n'est pas coutume, une info de foot. Exactement, avec la bonne nouvelle du jour qui nous vient de l'équipe de France de football, qui s'est imposée aujourd'hui 1-0 face à la Belgique en 8e de finale. Les Français qui joueront vendredi soir leur quart de finale, ce sera contre le vainqueur du match de ce soir, Portugal-Slovénie, un match qui débutera à 21h, juste après au cœur de la mêlée. Voilà, autre info peut-être rugby ou pas? Il y en a, oui, bien sûr, ça s'arrête jamais. Ah, exactement, avec notamment des nouvelles de Sébastien Tillous-Born qui a trouvé un nouveau club. Il s'occupera de Montauban la saison prochaine. Montauban qui s'est sauvé in extremis l'année dernière en Pro D2. On vous l'annonçait sur Sud Radio vendredi, c'est désormais officiel. Le pilier droit de Castres, Wilfried Houkpatin, s'est engagé pour un contrat de 3 ans en faveur de Montpellier. Pour rappel, Houkpatin a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour des faits de violence conjugale. C'est pour ça qu'il avait été éloigné des terrains sur cette fin de saison avec le Castres Olympique. Il va rebondir du côté de Montpellier. Une autre nouvelle peut être intéressante, qui peut porter à débat, c'est les Auckland Blues, vainqueurs du dernier Super Rugby, qui ont posté un message sur leurs réseaux sociaux avec une petite provocation pour le Stade Toulousain, une photo d'eux avec le Stade Toulousain qui célèbre le trophée de Champions Cup, en disant « Et si on faisait une super finale ?» Donc voilà, les Auckland Blues qui proposent au Stade Toulousain de faire une super finale et qui invitent même dans un nouveau tweet les vainqueurs des différentes grandes compétitions du rugby mondial, notamment donc les vainqueurs du championnat japonais, de la Championship exactement, pour faire un tournoi à 5 pour définir qui est le meilleur club du monde. Voilà, ce fameux championnat du monde qui, je crois Philippe, verra le jour, c'est 2028, non, à peu près. C'est la Coupe du monde des clubs, oui, ça doit voir le jour. Là, je crois qu'ils aimeraient faire ça beaucoup plus prématurément. Donc bon, je connais bien le sujet parce que on avait en 2013 failli le faire, puisque on avait l'accord de Toulon qui était championne d'Europe à l'époque et l'accord des Highlanders qui étaient les champions du Super Rugby, et on avait eu un veto de World Rugby qui nous avait interdit cette manifestation parce qu'ils avaient déjà en tête de la réaliser directement, puisque économiquement ça pouvait pas leur échapper. Donc je vois pas comment ils pourraient réussir à le faire, mais en tous les cas c'est un joli coup de com'. Ouais. Et dans les infos aussi, il y en a une qui vient de sortir à l'instant, c'est Édouard Cotzeux, l'ancien pilier de Bayonne et Biarritz, qui était le patron des Sharks d'Urban, qui vient d'être nommé directeur général du CA Brive. Et si vous voulez tout savoir, il y a un club ariégeois, Saverdun, qui est champion de Fédéral 3. Saverdun qui s'est imposé à Mazamet 30-29 face à Servian, c'était hier. Ouais, et Montmélian en Fédéral 2. Yoann Huget, tiens, ce petit défi là des Blues pour le Stade Toulousain qui a décroché son 23e Brennus, 59-3, rappelons-le, on va y revenir bien sûr, mais ça donnerait quoi? Ça donnerait un beau match ouvert en tout cas, quand on sait le jeu proposé par le Super Rugby. Donc Toulouse a ce jeu-là aussi, et ça peut faire des étincelles avec une réponse de Perrato Mouaka en disant what else. Donc c'est une belle promo pour le rugby. Ouais, on se souvient quand même que les Blues étaient venus à Brive en 98 à Brive, juste après le titre. 97. Ouais, 97, ça avait été quand même un raz-de-marée. Il y avait eu 45 points, et puis surtout on avait l'impression de voir des seniors contre des juniors. Là, on a l'impression quand même que Toulouse peut prendre n'importe qui. Yoann, t'es d'accord? On est tous d'accord. On ne sait pas sur quelle échelle situer européennement. Ils sont devant, dans notre championnat aussi. Est-ce que niveau Super Rugby tiendrait le choc? Je sais pas. Et en tout cas, l'annonce et ce match-là est très alléchant. Philippe, toi, tu penses que c'est la plus belle des générations là? C'est un peu le débat, ou en tout cas qu'on est parti pour une domination sans partage dans le top 14 côté toulousain. Alors, à la fois, je le souhaite pour Toulouse, mais pas pour le produit top 14, parce que ça inquiète déjà l'institution, parce que le produit, il est beau quand il y a de l'incertitude et quand on a des équipes qui se tiennent et plusieurs prétendants au titre. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que Toulouse est parti avec une génération, en plus ces jeunes qu'on a vu émerger tout au long de l'année, on en a parlé plusieurs fois, 58 joueurs utilisés, ces jeunes qui se sont mis tout de suite au diapason. On se dit qu'ils sont partis pour des années de
de suprématie, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. En tous les cas, c'est vrai que il va falloir que les autres clubs du top 14 qui prétendent à jouer le haut de tableau se mettent au niveau, parce que là cette année on a vraiment vu un très gros écart, comme je crois jamais depuis le rugby professionnel, entre Toulouse et les autres. Pour en parler avec nous, bien sûr, au 0826 300 300, mais surtout c'est notre invité, c'est Thibaut Giroud, le directeur de la performance de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a vécu ça du bord de la touche douloureusement. On est très heureux d'avoir Thibaut avec nous. On le remercie d'être avec nous, parce que c'est pas facile après cette finale qui a été quand même un peu un cauchemar, de venir s'exprimer au micro. Salut Thibaut. Bonsoir à vous. Justement, Philippe soulignait les 58 joueurs toulousains. Voilà. Est-ce que très vite, toi, Thibaut, tu as senti cette supériorité physique sur le bord de la touche quand tu as suivi cette finale à Marseille vendredi soir? Ouais, après c'était quelque chose qu'on attendait. On savait que depuis quelques semaines c'était très dur. On était obligé de mettre la grosse équipe depuis beaucoup de semaines, parce que nous on a cravaché pour pouvoir se qualifier. C'est sûr, quand t'es le Stade de Toulousain et que t'es en avance au classement, que tu peux faire tourner, t'es quand même vachement plus confort. Donc on savait que ça allait être très dur. On dépense beaucoup d'énergie en conquête chaque week-end pour essayer de matcher avec les équipes avec qui on joue. Donc du coup on a laissé beaucoup de plumes. Donc c'est vrai que la peur de cette finale où on allait exploser en deux, elle était là. On a essayé de faire une semaine très light sur chaque semaine de phase finale pour pouvoir avoir un regain de fraîcheur le week-end. Mais bon, avec 5 jours de turnover, on a fait 3 matchs en 12 jours. Après, on va pas se plaindre, hein, c'est comme ça. Ça aurait été une autre équipe, ça aurait été la même chose. Mais encore une fois, voilà, ça prouve que quand tu te qualifies un peu au dernier moment et que tu te qualifies pas directement demi, c'est très compliqué après d'enchaîner quart demi-finale. Ça c'est clair. Yoann Huget pour Thibaut Giroud, directeur de la performance de l'UBB. Non, salut Thibaut, on s'est eu hier au téléphone. Est-ce qu'à un moment donné, tu changerais quelque chose dans la prépa de cette finale, justement? Est-ce que tu as senti à un moment donné dans la journée ou dans la semaine des joueurs qui ont été un peu pris par l'enjeu, ou c'est vraiment que physique? Non, après, honnêtement, tu sais, maintenant on a les outils pour vraiment contrôler tous les facteurs de perf physiologiques qu'on peut avoir. Et oui, on va pas se mentir, les joueurs, ils ont envoyé des signaux depuis des semaines où on n'avait pas le choix de mettre tous nos plus gros joueurs tous les week-ends depuis la journée, depuis la 26e journée. On s'est pas rendu la tâche facile en ne gagnant pas à Paris et au Stade Français. On n'a pas gagné non plus à Perpignan, donc forcément on a laissé des plumes un petit peu partout après, parce que il fallait absolument se qualifier. Vous avez tous vu que le top 14 était hyper serré cette année, comme toutes les années, mais c'est de pire en pire. Donc tu te qualifies au dernier moment, tu préfères être 3e que 4e, parce que c'est quand même plus intéressant de finir à ces places-là. Nous, en plus, on avait les demi à Bordeaux, donc il était hors de question de ne pas être en demi. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de pas louper ces demi à Bordeaux, et évidemment d'aller le plus loin possible. Mais encore une fois, on a mis notre 23 partants sur les 5-6 dernières journées au maximum, parce qu'on n'avait pas le luxe de pouvoir faire tourner, parce qu'on était dans l'incertitude, en ne gagnant pas les matchs que je t'ai dit. Donc ça s'est pas vraiment joué la semaine de la finale, si tu veux, parce que la semaine de la finale, t'en as joué, que tu sois bien physiquement ou pas bien, tu fais des semaines light, c'est que de la qualité, il y a pas de volume, tu baisses ton intensité, t'essaies d'être le plus près possible. Sauf que nous on a galéré en enchaînant ces 3 matchs, si tu veux, quart, demi-finale, avec très peu de temps entre les matchs, parce que les dates des matchs étaient comme ça. Donc voilà, donc après, encore une fois, on n'a pas senti des joueurs, si tu veux, fatigués la semaine pendant les entraînements ou etc. Mais on l'a vu au bout de 10 minutes de temps de jeu, tu te rends compte que c'est compliqué au sol, c'est compliqué sur les replacements offensifs, sur la vitesse de ligne défensive. Tu gagnais pas une collision au sol, t'étais pas invité, donc
c'est vraiment compliqué. T'étais pénalisé énormément parce que t'étais toujours en retard, tu subissais tout le temps. Donc oui, non, c'était un calvaire. Ouais. Philippe Sanguero pour Thibaut. Ouais, Thibaut, salut. Non, mais il y a aussi ce travail de fond que fait Toulouse depuis longtemps, que vous avez déjà commencé à mettre en place. Ce qui pour moi change la donne sur ce niveau de fraîcheur et cet écart entre Toulouse et vous dont tu parlais tout à l'heure, c'est ces fameux 58 joueurs toulousains dont je parlais tout à l'heure utilisés et qui t'ont permis, quand t'es le Stade Toulousain, d'aller chercher des victoires qui étaient vraiment pas évidentes à Clermont, à Montpellier, d'assurer des coups et de se qualifier directement, parce que dans la gestion de l'effectif, j'ai pas la comparaison en temps de jeu des leaders toulousains par rapport à vos leaders à vous, mais je pense que les cadres toulousains ont joué deux fois moins. Ouais, je pense qu'ils ont joué beaucoup moins qu'à l'UBB. Alors si tu veux, nous on a utilisé 48 joueurs cette année. Donc une dizaine de moins que le Stade Toulousain. Maintenant, après, si tu veux, le Stade Toulousain s'est permis et s'est donné les occasions de gagner pendant le tournoi. Nous, si tu veux, c'était le club, c'était, je pense, la première année où tu avais autant d'internationaux qui partaient. Première gestion des doublons difficiles. Et si tu veux, on a eu notre ligne de 3/4 partie complet, pratiquement. On a eu beaucoup de monde parti, et du coup on s'est trouvé 2 fois à la maison, Pau, Stade Français, donc ça nous a mis dans le dur. T'es toujours à la course au résultat, tu peux pas faire tourner. On a aussi beaucoup moins de profondeur de qualité que le Stade Toulousain, faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on n'a pas la profondeur à certains postes que le Stade Toulousain peut avoir. Quand tu mets, et je l'ai dit il y a quelque temps, je sais plus dans quel média, quand tu changes 4 mecs ou 5 mecs pour nous à certains postes, c'est très très compliqué. Et tu vois que le Stade Toulousain, quand ils font tourner certains joueurs, tu vois pas la différence. Donc si tu veux, c'est une formation qui marche très bien au Stade Toulousain. C'est aussi la facilité de gagner ces matchs-là avec sur les doublons, parce que le Stade Toulousain a l'habitude depuis des années d'avoir beaucoup de joueurs en équipe de France. Moi, j'y suis passé pendant 5 ans avec l'équipe nationale. Les garçons qui raflent tout aujourd'hui, je les connais. Et en fait, si tu veux, le club a toujours été proactif, je pense, pour pouvoir pallier avec des joueurs qui sont capables de faire le début de saison, d'autres joueurs qui sont capables de faire mieux quand les internationaux sont partis, et des joueurs qui vont finir la saison. Nous, on n'a pas ce luxe-là pour l'instant. Ouais, et au-delà de ça, j'ai été interpellé parce que tu disais tout à l'heure, au-delà de cette comparaison sur la dimension physique, la profondeur de banc, quelque part, on a senti dans certains discours de l'équipe et même dans ce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait ce focus sur cette demi-finale, que l'objectif c'était la demi-finale. Donc peut-être que tout à l'heure, on en parlera avec Michael Campos sur la dimension psy, mais est-ce que inconsciemment, les joueurs n'avaient pas fini leur saison après cette demi-réussie, la finale étant du bonus? Il n'y avait pas la même dynamique que le Stade Toulousain qui se dit que peu importe ce qui se passe, c'est des titres au bout. Tu n'as pas senti ce manque de ressort, de levier psychologique à aller chercher la semaine de la finale? Ouais, peut-être, je sais pas. Après, tu sais, ça appartient aux joueurs. Nous, on n'a pas senti... dans les discours, dans l'envie. Après, c'est facile, les discours, l'envie de faire les choses, mais après de les produire, c'en est une autre. On n'est pas dans le cerveau des mecs, mais on n'a pas eu de signaux, tu vois, dans cette donnée-là, parce que c'est une finale, donc tout le monde avait envie de réussir, mais après, encore une fois, on n'était pas invité, voilà. Honnêtement, je préfère. C'est plus facile à digérer, malgré ce qu'on peut penser, de prendre 60 grains sur une finale, parce que t'es pas invité, tu passes à autre chose. On va analyser le pourquoi du comment sur tout ce on vient d'évoquer, essayer de progresser, d'avancer, de faire grandir encore le club sur beaucoup de choses, tous ensemble. Et tu perds de 2 points ou d'1 point, je pense, t'as beaucoup plus de regrets. Là, déjà on était surclassé de partout, donc finalement, tu peux pas te dire. Tu peux pas te dire on aurait dû gagner, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Puis on était à des années-lumière sur ce match-là. Donc après on sait qu'on peut les battre, on les a battus au Matmut dans l'année. Mais voilà, après encore une fois, si tu regardes les temps de jeu sur l'année, oui, c'est assez comparable. Par contre, les temps de jeu depuis la finale de Coupe d'Europe sur le Stade Toulousain et les nôtres, on a sorti les stades, c'est du simple au double, parce que le club avait des points d'avance en championnat, parce que 12, parce que le club a pu faire tourner ses joueurs
avant la finale de Coupe d'Europe et après la finale, parce qu'encore une fois ils s'étaient qualifiés et que ils ont pu faire reposer pas mal de joueurs, les ressortir de la boîte pour les demi et pour la finale. Voilà, donc nous on a été obligés de cravacher, et encore une fois c'est pas une excuse du tout, c'est juste que à un moment donné tu peux pas demander aux mecs d'être fringants tous les week-ends, surtout sur la fin de saison, avec la Coupe du Monde, avec la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on est un club comme Toulouse qui joue les trois projets. On a choisi de jouer la Coupe d'Europe à fond, le championnat évidemment, et on a beaucoup d'internationaux qui ont un troisième projet qui est l'équipe nationale. Donc si tu veux, c'est beaucoup. Je sais pas si le fait de voir jouer la Coupe d'Europe à fond nous a impacté, sûrement. Tu vois, un club comme le Stade Français n'a pas voulu jouer la Coupe d'Europe, et on a senti même, tu vois, sur la demi qu'ils étaient quand même largement plus fringants que nous, etc. Donc voilà, après, quand tu veux jouer sur tous les tableaux, il faut avoir la profondeur d'effectif, il faut être capable d'avoir des joueurs qui, quand les internationaux sont pas là, puissent faire le taf, comme le fait le Stade Toulousain, puissent aller gagner des matchs. Nous, par exemple, on est allé à Montpellier avec la grosse équipe, on a perdu. Le Stade Toulousain est allé avec beaucoup de jeunes et ils ont réussi à gagner là-bas. Donc il y a des grosses différences sur la fin de saison. Thibaut Giroud, donc directeur de la performance de l'UBB, on va te remercier Thibaut d'avoir été avec nous en direct, souhaiter, je sais pas, des vacances. Il y en a quand même qui. Oui, bien sûr. Ouais, ça reprend quand la saison? Alors pour nous, on prend 5 août. 5 août, ok. Eh ben super, merci d'avoir été avec nous en tout cas en direct sur Sud Radio quelques jours après cette finale perdue par l'UBB. Dans un instant, Sofiane Guitoun sera avec nous pour parler là des festivités toulousaines et surtout de cette immense saison, ces 23e Brennus. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 parce que dans Au cœur de la mêlée, on vous offre 8 places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, 8 places pour les sessions de rugby fauteuil du 29 et 30 août au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Yoann Huget et Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300. Je vous rappelle qu'on a des places à gagner pour les sessions de rugby fauteuil à l'Arena du Champ de Mars le 29 et 30 août. C'est avec le collectif Handicap Visuel et les Jeux Olympiques et Paralympiques. On accueille sur Sud Radio un homme qui a le sourire. C'est Sofiane Guitoun qui est avec nous en direct sur Sud Radio, joueur du Stade Toulousain. Et j'imagine, ça doit être encore les festivités. Sofiane, bonsoir. Bonsoir l'équipe, comment vous allez? Ben ça va, la voix est comment? Ouais, ça va, on s'adapte. Bon, le sourire est là. 4e Brennus pour clôturer cette carrière. Comment tu le vis? Quelle saveur il a, Sofiane? Bah, c'est un truc de fou, hein. C'est génial, c'est inespéré. Je vais parler pour moi, pour le club, mais pour moi, c'est une carrière de fou, c'est des souvenirs de malade et jamais de la vie j'aurais pensé faire tout ça. Yoann Huget est là, Philippe Spanghero. Yoann, pour commencer, un petit mot avec Sofiane. Un petit mot sérieux. Félicitations Soso pour ta carrière, ta belle carrière. Malgré les blessures et tout, tu t'es toujours relevé. Je pense que là tu vas te relever dans quelques semaines, tu dois être bien fatigué. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec toi et là je t'accueille dans le camp des retraités en tout cas, et pas tout de suite parce que t'es encore dans le groupe, mais à partir de septembre tu seras le bienvenu. Enfin Sofiane, il y a plusieurs camps de retraités. Celui de la Huche, c'est pas le même que pour tous. Après, il faut aller à Saint-Tropez, il faut jouer au paddle. T'as plusieurs camps de retraités quand même. Hein, je te... Merci Yo, c'est très gentil. Ça fait j'ai beaucoup de bons souvenirs ensemble. Je me rappelle, je t'ai relancé dans ta carrière quand t'arrivais à Agen. Que tu partais du Stade Toulousain, t'étais un peu tristouné et je t'ai dit t'inquiète, ça va bien se passer, tu reviendras et encore plus fort. Et mon premier titre, moi je l'ai gagné avec toi à Agen, un champion de Pro D2. Et notre premier titre Top 4. Et quel titre? Et premier titre de Top 14 aussi, on l'a gagné ensemble. C'est génial. Merci Yo. Ouais, comme tu dis, c'est une carrière incroyable, hein, mais on en a souvent parlé. Et d'où on vient, que ce soit toi ou moi, c'était quelque chose d'inespéré. Donc on est content, on profite à fond. Et j'espère un jour
capter la chance que j'ai eue de vivre tout ça. Aujourd'hui, je profite à fond. Tu me connais, que ce soit sur le terrain, à l'entraînement ou en soirée, à 200%. Et Sofiane, justement, parle-nous un peu du programme. Là. Est-ce que c'est des titres, vous en gagnez souvent, notamment ces dernières années. C'est le 4e quand même depuis 2019. Qu'est-ce qu'il y a de différent là dans les festivités cette année? Ouais, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose de différent. C'est que j'ai l'impression qu'on est motivé par ça, quoi. Hugo, il nous disait, bon les gars, calmez-vous sur la fête après le championnat d'Europe. On refera la fête après le top 14, mais il faut s'envoyer. Et c'est un peu notre prime à nous, parce que Didier et Jérôme Casalvou, ils verrouillent les comptes, ils veulent pas trop nous faire de cadeaux, de primes ou de beaux cadeaux, et ils nous payent en bringue et en resto. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est le leitmotiv. Non, mais, et je peux te dire, François, que ça leur coûte très cher aussi, hein, parce que là, ça rigole pas. Hein. Des fois, il vaut mieux payer des montres. Hein. C'est vrai qu'il y a deux, trois mecs qu'on soif. Bon. Sofiane, est-ce que ça va surfer sur le Brennus ou pas là, ou pas cette année? Et je vous en dis pas plus, mais je pense que demain il y aura une belle photo. Ah, on peut quand même en savoir un peu plus. Bon, c'est du côté de Leucate, non? Il y a quand même des traditions. Du côté, voilà, du Barcarès à Ginette, mais on va faire quelque chose de différent. Ah, mais ça va être sympa. Bon, ça c'est super. L'après pour toi, Sofiane, tu vas rester forcément dans l'antichambre de ce club, dans le staff. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est prévu. On a pas mal discuté avec le coach, le président Jérôme Casalbou, le prépa Alan Ryan aussi. Et voilà, moi j'ai passé pas mal de temps blessé avec les kinés, avec les prépas. C'est pas toujours facile, mais c'est des mecs qui m'ont beaucoup aidé, et j'ai pris du plaisir avec ces gars-là, même en étant blessé. Donc je me suis dit sur la fin de carrière, qu'est-ce que tu veux faire après, quoi. Et du coup, j'ai passé mes diplômes pour être prépa physique, et voilà. Bon, j'attends toujours que Didier me fasse signer mon contrat quand même, parce que on est le 1er juillet et actuellement je suis au chômage. mais non, je plaisante. Dans les semaines à venir. Voilà, c'est prévu de tout bien caler pour attaquer la prépa physique, pour commencer déjà avec les jeunes, les espoirs, le centre de formation, et un peu de réhab sur les professionnels. Philippe. Ouais, Sofiane, écoute, d'abord bravo pour ta carrière à nouveau, mais je trouve que cette nouvelle page qui s'ouvre, elle est intéressante, et quand on parle de la force du Stade Toulousain, je crois que c'est ça aussi, parce que là t'as moins joué cette année, t'as été beaucoup blessé, et on sent que t'as assumé pleinement ton rôle de transmission comme Johan avant toi dans le vestiaire, et en fait on sent que quand l'âge avance, même avec l'esprit de compétition, la frustration de ne pas jouer laisse la place à la volonté d'être au service des jeunes, dans l'apprentissage, dans la transmission. Et ça, d'abord, ça transpire dans ce vestiaire. Et surtout, le staff en a la reconnaissance. Et tous ceux qui ont été dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit comme tu l'as été, quasiment personne n'est laissé en route, et on trouve de la place à tout le monde. Je sais pas si tu as ce regard-là, mais c'est quand même assez frappant, quoi. Ouais, merci Philippe. Mais ouais, c'est clair que c'est pas tout à fait facile, mais c'est le club avant tout, en fait. C'est qu'on est tous de passage, et ce qui compte, c'est gagner. C'est que le club gagne tous les ans, le plus longtemps possible. Donc des fois, faut mettre un peu son ego et sa fierté de côté. C'est pas facile, hein, quand t'es compétiteur, que t'as envie de faire tous les matchs, jouer. Parce que voilà, à 25 ans, j'ai l'impression d'avoir 25 ans encore, mais c'est vrai que les cannes sont moins présentes. Donc voilà, mais on va dire que c'est normal, et je pense que le club, depuis toujours, recrute, il forme des mecs dans cet état d'esprit-là. C'est ok, chacun a sa mission. Donc voilà, au début de saison, ça a été clair avec les coachs. Tu vas avoir tant de choses à faire, ça à faire, et il faut le faire du mieux possible. Donc c'est sûr que c'est pas facile quand tu es compétiteur, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu fais un doublé à la fin, c'est le principal, en fait. Je préfère gagner 2 titres et
et avoir moins joué qu'avoir fait tous les matchs et ramener à la maison. 14 matchs cette saison pour toi, Sofiane, entre le top 14 et la Champions Cup. Merci d'avoir été avec nous, Sofiane, en direct sur Sud Radio, malgré la fête, malgré un peu les cordes vocales qui sont un peu... mais voilà, on sent que tu as de la ressource. Voilà, là, il y a Mathis Lebel, il est en train de s'accrocher, il est pas prêt, il pense qu'il va me tomber, mais il est pas prêt. Mais bon, là, je les connais, je suis parti 10 minutes et je vais revenir, je vais devoir rattraper les verres, donc... je vous remercie pas pour ça. Eh ben, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Sofiane, et ça sera toujours un plaisir de se croiser. Et félicitations pour ton immense carrière de joueur et surtout celle qui arrive dans l'après-rugby, qui sera quand même toujours connectée au club, comme tu nous l'as expliqué. Merci en tout cas d'avoir été sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec un autre grand joueur et grand ancien du Stade Toulousain. C'est Emmanuel Arinordoki qui sera avec nous dans un instant. C'est le grand témoin. Et puis vous appelez au 0826 300 300. Il y a des places à gagner pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pour le rugby fauteuil. Ce sera fin août grâce à Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, c'était sympa d'entendre Sofiane. On sent quand même, Johan, que la fête est bas son plein quand même, côté toulousain. Johan Huget, Philippe Spanghero, vous avez l'habitude de croiser les joueurs du stade quand ils ont gagné. Il y a quand même des parcours demain. Ça sent le surf, ou en tout cas la petite surprise. Le problème, c'est qu'ils sont, François, aussi bons sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Donc, c'est difficile de les suivre et il faut pas s'y amuser parce que ils ont une capacité et une force de résistance qui est incroyable. Donc oui, là, je peux te dire qu'avec ce doublé, ça va multiplier par 2. Ils en ont pour une belle semaine. Ouais, puis il y a le poids de l'habitude quand même, parce que là, il commence à être rodé. Et je sais pas si ça t'a marqué, Johan, ou pas. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir les images d'Antoine Dupont, qui est pas du tout expressif comme ça d'habitude. Mais on sent que ce doublé, il le savoure particulièrement quand même. Il est beaucoup plus expressif dans la fête et la démonstration de plaisir qu'il peut l'être d'habitude. Ouais, alors tout est relatif chez Antoine. C'est-à-dire que la fête, il sait tout contrôler, il contrôle tout, même dans la fête, il est dans le contrôle. Mais là, il a lâché les chevaux parce que il a quand même, on l'oublie, mais c'est une année compliquée pour lui avec cette Coupe du Monde, cette grosse frustration. Le 7, beaucoup de pression autour de lui. Il est attendu au tournant aussi au Stade Toulousain parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Donc à chaque match qu'il devait jouer, il devait répondre présent. Et je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression sur ce doublé-là pour être présent, pour marquer le club. Et ces doublés sont pas faciles. On pense que cette génération, on n'a qu'à les mettre sur le terrain et ça fait le job. Mais en termes de pression mentale, psychologique, il y en a beaucoup. Et là, il va pouvoir souffler un peu, même si je pense qu'il va pas suivre tout le monde et que dans un jour ou deux, il sera déjà tourné vers les JO. Ouais, lui, il ne sera pas tourné vers les JO parce que voilà, mais il aurait pu le faire. C'est Emmanuel Arinordoki qui est notre grand témoin ce soir dans Au cœur de la mêlée. 82 sélections avec le 15 de France et aussi un doublé. C'était en 2005-2006 avec le Biarritz Olympique. Bonsoir Emmanuel. Et bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, tu as connu la maison toulousaine de 2014 à 2016 pour terminer la carrière. C'est vrai quand même qu'on a l'impression on manque parfois de qualificatifs, mais qui sont un peu stratosphériques et ça va ouvrir une domination sans partage de la côté toulousain. Je crois que j'ai la chance d'évoluer au Stade Toulousain, mais à l'époque où j'étais au Stade Toulousain, peut-être que le Stade Toulousain était un peu au ralenti et je pense qu'aujourd'hui ils ont repris, je vais pas dire 10 ans d'avance sur les autres clubs, mais c'est une véritable machine à gagner dans tous les secteurs, dans la formation, dans la capacité à recruter les bons joueurs, dans la capacité à les faire évoluer techniquement, dans la capacité à garder aussi cet esprit familial, dans sa capacité aussi à pouvoir faire jouer des joueurs avec des gros égos ensemble, parce que quand vous mettez un Thomas Ramos remplaçant en finale de Coupe d'Europe, il faut l'avaler la pastille quand même.
Ouais, c'est vrai. Et c'est là aussi le travail du staff qui est quand même merveilleux. Et justement, toi, Emmanuel, qui a connu cette institution, même si elle était pas aussi florissante qu'actuellement, qu'est-ce qui fait que tous ces égos entre guillemets se rangent derrière l'institution et acceptent d'être? Il y a eu 58 joueurs. Qu'est-ce qui se passe quand on est 25e du 25 au 58e? C'est pas facile quand même, parce qu'on sait qu'on va pas jouer toute la saison. Ben, c'est pas facile, mais en même temps, ils gagnent. Donc, quand tu es dans un club qui gagne... ouais, mais on dit quand même qu'on gagne moins d'argent au Stade Toulousain qu'ailleurs. L'intérêt collectif, ouais, mais ça, il faut demander à Johan Huger, je crois que c'est pas vrai quand même. Non, mais Johan, c'est pas le bon exemple. Mais... le basque, je peux vous dire que le basque, il est pas venu pour rien à Toulouse, hein, je vous rassure, les enfants. Il se déplace pas comme ça, gratuitement pour jouer au Stade Toulousain. Hein. Non, je suis venu que pour jouer avec toi, Johan. Non, par contre, je suis persuadé qu'il aurait pu prendre plus ailleurs et qu'il est venu au Stade Toulousain avec moins d'argent. Ça, j'en suis sûr. Par contre, ça c'est pas le débat. Donc, ça a été une grande chance pour moi de finir au Stade Toulousain et je serai toujours très reconnaissant, notamment de la confiance que m'a apporté Guy Noves. Donc, on peut fermer la parenthèse. Et pour répondre à la question. Et ça permet aussi à des joueurs, parce que les joueurs aujourd'hui on les entend, ils font que râler, on joue trop. Mais là, moi j'ai regardé un peu les stats de jeu lors de la finale entre les Bordelais et les Toulousains, et en moyenne sur chaque poste, les Toulousains ont joué entre 3 et 6 fois, enfin 6 matchs de moins que les joueurs bordelais. Oui. Donc ça, rajouté à un talent supérieur, à une émulation, le fait d'avoir des joueurs internationaux et des stars mondiales à tous les étages, bon, ça optimise un peu tes chances de gagner des titres. Comme tu dis, le basque, Emmanuel, ça permet aussi de te remettre en question. Quand tu joues pas, que tu vois des joueurs qui jouent être performants, t'as cette remise en question et la peur de perdre ta place. Donc il y a cette émulation aussi. Ouais. En interne, toujours, que ce soit l'entraînement, tu as des jeunes qui te poussent quand tu es un peu endormi. Voilà, ça démarre très tôt. Il y a des clubs qui démarrent la semaine le lundi ou mardi. À Toulouse, dès le dimanche, tu reçois les stats, tu reçois tout. Donc déjà, tu rentres dans une configuration de préparation. Et quand tu joues pas, que tu vois ton concurrent ami performer, tu as de suite envie de retourner à l'entraînement pour en découdre. C'est ce qui explique cette contre-attaque, par exemple, de Ange Capozzo. Il n'y avait plus besoin vraiment de marquer un essai. Là, la coupe était pleine. Et on a l'impression on l'avait pas vu depuis 2 mois. Voilà, et il va chercher une contre-attaque de folie pour lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, je crois que ça s'explique. Ça, c'est l'action pour moi qui est le symbole de ce qui caractérise le Stade Toulousain aujourd'hui. C'est d'abord individuellement ces joueurs au caractère qui disent je vais apporter ma pierre à l'édifice, et puis voilà. Et puis cette boulimie de jeu et ce qu'a fait le Stade sur cette finale d'exceptionnel, j'avais l'impression de voir jouer les Blacks aux plus belles heures, c'est-à-dire que c'était clinique. Ils n'ont pas surjoué, c'était pas une orgie de jeu, c'était clinique. Tout ce qu'ils ont fait était fait à la perfection, et cette relance, elle sort pas de nulle part. Elle est jouée à la perfection comme le reste du match, et ce qui fait l'ampleur du score. Mais on a vu des Toulousains d'une froideur qui était quand même hallucinante. Mais le score aurait pu être encore plus lourd avec les transformations. Et il y a 13 points loupés en route. Ouais, c'est beaucoup. Ça aurait fait beaucoup. Moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Parce que cette dernière action, justement, c'est pas la relance qui est magnifique. C'est que les Bordelais attaquent, sont prêts à marquer. Moi, j'étais persuadé que les Toulousains, parce qu'ils ont cet état d'esprit, j'étais persuadé qu'ils n'allaient pas marquer. Que les autres, ils n'allaient rien lâcher. Et c'est surtout la solidarité défensive et l'état d'esprit qui permet aux Toulousains de récupérer les ballons et derrière d'aller marquer cet essai. Aujourd'hui, on voit que les Toulousains, quand ça cogne et quand les matchs ils sont durs, ils font plus que répondre présent. Donc c'est surtout là que je crois qu'aujourd'hui ils sont quand même énormes. Ouais, c'est surtout dès que tu leur proposes un défi. Tu leur proposes un défi, tout le monde ils sont loupés au jeu au sol face à La Rochelle. Le match d'après, ils ont rectifié le tir et les ballons ils sortaient en moins de 3 secondes. Ils savaient qu'il fallait tenir le ballon pour faire exploser les Bordelais, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été chirurgical. Emmanuel.
Toi, tu as fait un doublé, Emmanuel, quand même, avec Biarritz. Tu sais ce que c'est qu'enchaîner les titres, c'est jamais évident. Jusqu'où ils vont aller, ces Toulousains? Parce qu'on a l'impression que pas grand-chose peut les arrêter, là, vu la qualité de leur formation et la qualité de l'effectif. C'est surtout quand tu vois les propos des joueurs, et notamment d'un Thomas Ramos, après avoir gagné cette finale de championnat et réalisé un doublé, qui te dit on a envie de battre tous les records. Donc déjà, les mecs ils sont déjà tournés vers ce qui va se passer par la suite. C'est compliqué quand tu as gagné un titre et que tu n'as pas l'habitude de gagner, de te remobiliser derrière. On a vu La Rochelle, on a vu d'autres clubs fêter un peu trop le titre et puis derrière avoir du mal un peu à se remobiliser mentalement. Parce qu'une saison c'est très long. Ça passe par des moments compliqués où il faut que tout le monde soit au niveau et bien concentré. Et c'est vrai que voilà, de digérer comme ça un titre, c'est jamais facile. Mais on a l'impression qu'à Toulouse, ça se fait peut-être un peu plus naturellement qu'autre part, parce que justement, ils ont cette soif et cette envie de continuer à gagner. Là, il y a eu une Coupe du Monde entre-temps aussi. On oublie qu'il y a eu cette Coupe du Monde 2023 en France, c'est-à-dire que les joueurs ont passé un tiers de la saison où ils étaient quasiment ou à moitié là, quoi. Donc quand ils vont être pleinement impliqués dans leur club, on se demande ce que ça peut donner. Ouais, heureusement qu'ils sont rentrés d'ailleurs démoralisés. Puis avec un petit traumatisme à digérer quand même, qui a été mieux digéré chez les Toulousains que chez d'autres joueurs. On pense à Greg Aldit qui a eu besoin de beaucoup récupérer. Mais c'est vrai que ce qui frappe dans ce club, c'est l'émulation permanente, parce que on a l'impression, en regardant le Stade Toulousain, que c'est facile, mais l'équilibre d'un vestiaire entre l'émulation positive et le moment où ça dérape avec les égos, c'est quand même fragile. Et en fait, au Stade Toulousain, on a l'impression qu'ils ont une recette magique pour ça. Et Imanol, pour moi, c'est un des superbes exemples, parce que on peut dire quand même que il avait l'image du meilleur ennemi avant d'arriver. Quand on a dit que Imanol arrivait au stade, il y a quelques joueurs qui couinaient dans le vestiaire. On pensait que c'était l'homme d'un seul club, Imanol. Et il arrive au Stade Toulousain. Au bout de 6 mois, c'est le meilleur ami de tout le monde, et tu sens qu'il a la responsabilité de la transmission stadiste, quoi. Parce que lui a cet état d'esprit-là aussi. Hein? C'est bon, je t'ai fait le virement, là, il est parti, c'est bon. Ok, merci. J'ai Lydia maintenant, hein. Tu l'as fait sur Lydia, c'est bon? Non, mais je le pense sincèrement, et on en a parlé 200 fois, mais c'est vrai que tu fais partie de ces joueurs qui auraient pu avoir une adaptation difficile au Stade Toulousain. Mais encore une fois, c'est là où tu vois la force de l'institution et le poids de la responsabilité dont on parlait avec Sofiane Guitoun tout à l'heure. Tu comprends qu'il y a des étapes de ta vie sportive qui font que il faut passer le témoin, et il y a une responsabilité sur les épaules des joueurs qui ont cette responsabilité-là au Stade Toulousain qui est très forte, et cette émulation, elle se poursuit grâce à ça. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou pas? Ouais, je pense qu'on peut rajouter la nouvelle ère incarnée par le président, par Didier Lacroix, qui a su fédérer, rassembler, remettre, même si le Stade Toulousain c'est un club historique, mais faire passer l'institution avant l'individu. Quand tu t'assieds sur un siège avec ton numéro et que tu vois tous les joueurs qui ont porté 100 fois le maillot avant toi, voilà, tu te dis que tu as une certaine responsabilité aussi. Donc c'est beau aussi de voir ça aujourd'hui dans un club. Ouais, et puis Didier Lacroix, toi t'étais là cette période-là, il y a une saison où le Stade Toulousain est 12e et où on ne sait pas si Hugo va rester, parce que voilà, ils ont reconstruit quand même sur quelque chose qui était plus fragile qu'on le pense. Ah ben ça a été oui, c'est la saison peut-être la 2017, comment on pourra en parler, mais ça a été compliqué la saison après laquelle j'ai arrêté là. Même un temps de la saison, c'était 13e je crois au classement. 12e. Donc voilà, il y avait besoin de faire un peu une transition entre les joueurs un peu plus expérimentés et puis la jeune génération qui arrivait. Je crois qu'il n'y avait pas trop de joueurs dans l'intermède, et il a fallu un peu reconstituer le réservoir. Mais bon, voilà, quand tu as des joueurs comme Julien Marchand, comme Aldeguerri, comme Cyril Baille, comme François Cross, et j'en passe, avec un état d'esprit remarquable, et justement qui porte un peu ces valeurs aussi du rugby de clocher familial, et avec le respect de l'institution, c'est un peu plus facile, quoi. Surtout quand ils sont pétris de talent et qu'ils arrivent à un niveau international assez incroyable.
Rien ne te surprend dans la progression de ces joueurs justement que tu as croisés au Stade Toulousain, Emmanuel Erignon-Doki? Non, parce que j'ai été très agréablement surpris par le comportement, en fait, leur capacité à écouter les conseils qu'on pouvait leur donner. Et aujourd'hui, la force du Stade Toulousain, on n'en parle pas assez aussi, c'est le fait que les jeunes côtoient les pros et les Antoine Dupont tous les jours à l'entraînement. Donc, quand t'es entraîné par un Jérôme Queneau, double champion du monde tous les jours, je pense que tu progresses un peu plus vite que quand t'es entraîné par un entraîneur qui peut être très bon, mais qui a peut-être moins d'expérience du haut niveau et surtout moins l'expérience de la gagne et de comment gagner les finales. Donc voilà, ça c'est un apport quand même assez énorme pour les jeunes joueurs. Et puis finalement, ces joueurs, quand ils s'entraînent toute la semaine avec tous ces joueurs, c'est naturel pour eux de jouer avec eux le samedi. Donc on le voit, ils réalisent des performances assez exceptionnelles. Parce que quand t'appelles un jeune qui joue en espoir, qui s'entraîne jamais avec toi pour remplacer un mec blessé et qui arrive la semaine s'entraîner avec toi, il est un peu effrayé, quoi. Et le samedi, quand il est sur le terrain, au lieu d'être à plus 30 ou 40% de ses capacités, comme c'est le cas peut-être au Stade Toulousain, mais il a moins 50. Donc ça fait aussi quand même une énorme différence. Ouais, et c'est ce qui explique que peut-être le Stade Toulousain, on va dire, continuera sa montée, ou en tout cas sa montée en puissance qui est énorme. 4 titres sur les 5 dernières années quand même. C'est assez impressionnant. Merci Manol d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Plaisir. On te souhaite un bel été. J'avais une petite dernière question. Ah, j'ai peur. Ouais, c'est pour Giuseppe. Je voulais savoir d'où est-ce qu'il faisait l'émission là. Ah ben là, il est... Ça y est bien, alors. Non, je le laisse répondre pour savoir s'il va dire la vérité ou pas. Vas-y. De chez moi. On l'a perdu. Non, mais de quel chez toi de... Ouais, c'est ça la question. C'était ça ma question, pardon. J'ai pas été précis. Alors, écoutez, je vais faire comme Emmanuel. Ce n'est pas le sujet, ni le débat aujourd'hui, monsieur. Restons focalisés sur les sujets. C'est vrai. D'accord. Et je vais te l'envoyer par SMS quand même, la réponse. Bon, merci. Juste un mot, les stages, Emmanuel, peut-être on peut en dire un mot. Allez, les stages. Tout va bien. Les stages sont complets cet été grâce à vous, donc je vous remercie. D'accord. On continue l'aventure. C'est super, en tout cas. N'oublie pas de faire une petite dotation quand même. Allez. On a besoin de payer Philippe. Le virement est fait à Philippe, on vient de vérifier. Ouais, bon. Merci Manol en tout cas d'avoir été en direct sur Sud Radio au cœur de la mêlée pour cette dernière. Dans un instant, on va revenir justement sur ce contraste entre la domination sans partage du Stade Toulousain et puis la finale délicate et vraiment difficile, la première finale de l'UBB en tant que telle, avec Michael Campo, le psychologue du sport qui est responsable de la préparation mentale à la Fédération française de rugby. Restez avec nous sur Sud Radio, puis vous nous appelez pour le rugby fauteuil 29 30 août 0826 300 300, des places pour aller voir les JO et les JOP, les Jeux Olympiques Paralympiques, voilà, grâce au collectif Handicap Visuel sur Sud Radio. À tout de suite. Cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, UNG, Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300. On vous rappelle les places pour le rugby fauteuil 29 et 30 août à l'Arena du Champ de Mars. Voilà, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec le collectif Handicap Visuel et Sud Radio. Vous êtes bien sûr les bienvenus, tout comme on est ravis d'accueillir avec nous Michael Campo, qui est un spécialiste de la préparation mentale. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la préparation mentale du côté de la Fédération française de rugby et puis bien sûr enseignant à l'Université de Bourgogne. Et également, je vois ça sur votre profil LinkedIn, président de la Société de psychologie du sport, c'est ça ? C'est ça, Société française de psychologie du sport. Tout à fait. Soyons précis. On est ravis de vous accueillir et de t'accueillir dans cette émission avec UNUG Philippe Spanghero. Voilà, on revenait bien sûr sur le week-end pour cette dernière de la saison et on était curieux de savoir comment on pouvait gérer une situation aussi difficile que celle qu'a vécue l'Union Bordeaux-Bègles en finale. Voilà, quel mot on peut trouver quand on est coach pour essayer de remonter le moral de cette équipe et de ces joueurs de Girondins? Je ne sais pas s'il y a des mots en fait pour remonter le moral. En tout cas, c'est une question de temporalité, très clairement. C'est-à-dire que là, il y a une situation qui a été un peu choquante dans l'absolu, puisqu'une défaite historique, lourde, subie, et il y a le moment
de l'absorption de ce choc. Et après, il y a les mots pour reprojeter sur l'avenir. Et en fait, tout se situe dans la capacité de l'entraîneur à être capable de dédramatiser la situation, de la relire différemment et de projeter les joueurs sur un nouveau projet. Et la relecture, alors elle s'entend pas dans les vestiaires juste après la défaite, mais par la suite. C'était une première finale, et finalement c'était peut-être pas une si contre-performance que ça finalement, puisqu'ils sont arrivés déjà en finale, et si on arrive à pouvoir relancer un peu les joueurs sur ça, on relie la situation différemment, et on amène à ce qu'elle soit vécue d'une manière un peu moins douloureuse, bien évidemment, mais c'est une question de temporalité et de savoir à quel moment on peut aller dire ces mots-là. Quand tu parles, Michael Campo, de temporalité, c'est quelques jours après ou à la reprise de la saison suivante, ou comment, en tout cas toi, puisque c'est ta spécialité, quel conseil tu pourrais donner à un entraîneur qui vivrait la même situation? Juste après, l'idée c'est de faire bloc de toute façon, c'est-à-dire que le risque en fait dans ce type de défaite, c'est qu'un groupe se délite. C'est-à-dire que appartenir à un groupe qui perd, ça peut m'amener à me recentrer sur moi-même, sur mes activités individuelles, sur mes enjeux, et finalement en oublier le parcours commun qui a eu lieu. Donc juste après, un discours qui est très collectif, qui est finalement félicitant quand même, qui est compréhensif et empathique. C'est je pense les premiers mots à avoir, si tant est qu'on puisse les avoir à ce moment-là, être pertinent au moment du coup de sifflet final. Mais dans les jours qui viennent, l'idée est de la projection, parce qu'il n'y a rien de tel que de ne pas avoir de projection par la suite, d'être dans le néant et de ne pas savoir d'où est-ce qu'on va collectivement, j'entends. Et dans les jours qui viennent, l'idée c'est de laisser un peu la douleur s'effacer pour reprojeter très vite sur la suite et montrer la confiance qu'on peut avoir aux joueurs. Philippe Swanguero pour Michael Campo. Oui, bonsoir Michael. On avait Thibaut Giroud tout à l'heure qui nous disait que finalement quelque part ce scénario il est plus facile parce que il enlève toute frustration. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu de 3 points, ils se seraient refait le match en disant là on a mal géré ça. Là il n'y a pas de question à se poser, donc il y a une vision positive de la chose du côté de Thibaut Giroud. Moi ma crainte c'était de dire qu'en fait finalement ça annule tout un tas de certitudes qu'ils ont pu construire au fil de la saison et qui étaient validées par cette place en finale, en disant l'ampleur du score vient balayer toutes ces certitudes acquises au fil de l'année. Oui, non, mais t'as raison, c'est sûr que c'est une grosse remise en question. En fait, le risque, c'est de se remettre plus en question qu'il ne faut, parce que le score, il est ce qu'il est, et c'est vrai, il est sans appel, et il peut s'expliquer de différentes manières. L'enseignement qui doit être en être tiré, c'est comment est-ce qu'on peut être meilleur la prochaine fois sans pour autant s'accabler parce que par rapport à l'ampleur du score. En fait, ça a déjoué. On s'est retrouvé dans les 25 premières minutes. Ils sont retrouvés, je crois, 6 ou 7 fois sous les poteaux. Dans le rapport de force psychologique, forcément, on prend une grande claque et c'est très très difficile de revenir de ça. Et donc du coup, il y a des sources d'explications qui font ce score-là, mais l'ampleur du score le risque, ça serait de tout remettre en question, vous voyez. Et je suis tout à fait d'accord avec Thib là-dessus. C'est plus difficile de perdre d'un point ou de deux et d'être sur le point de gagner et finalement on l'a pas que finalement de ne pas être invité sur cette finale et d'en tirer les leçons pour être meilleur et rebondir pour y retourner l'année prochaine. Je pense qu'il a raison là-dessus. Yoann Huget pour Michael. Alors là, je vais parler, bonsoir Michael, à titre juste individuel. La saison de Maxime Lucu, elle est difficile en soi. On pense à la Coupe du Monde où on fait tout pour faire revenir Antoine. On pense au tournoi compliqué, à la Coupe d'Europe où il loupe cette pénalité d'1 point. Et il finit par cette finale. En tant qu'individu, comment tu penses qu'il peut gérer ses émotions de déception durant cette année 2023 ? Ou se remettre en question, ou tu vois, c'est parce que j'ai senti très abattu, excuse-moi de te couper, mais j'ai senti très abattu au micro de Canal+ après le match. Oui, non, bien sûr, on l'a senti comme ça. Et bon, il y a aussi la défaite collective, il y a aussi le fait de participer à une déroute historique, tout ça vient jouer. Et c'est vrai que quand tu mets tout ça mis bout à bout dans cette lecture-là de l'année,
bon, tu pourrais presque dire, bon, c'était une année de merde, mais finalement, il a quand même fait une Coupe du Monde, finalement, il a quand même été en équipe de France, finalement, il a quand même participé à des finales, et c'est vrai que on voit que le côté qui va pas, le verre à moitié vide, et quand on est joueur et compétiteur, on voit ça, et c'est vrai que ça peut être difficile, cette récurrence-là. C'est pas simple. Les médias, des fois, ont pas été simples, ont pas été cool non plus aussi avec lui. Mais après, c'est un compétiteur, et je crois que le fait de revenir sur une nouvelle saison avec de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, c'est ce qui permet un peu de gommer tout ça et de repartir un peu plus motivé et un peu peut-être moins abattu par cette succession-là. Connaissant Max, je me fais aucun souci par rapport à lui. Sur ces aspects-là, il est vraiment hors pair. Donc, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que la récurrence peut appuyer assez fort. Et puis après, il y a tout le travail qu'un coach peut aussi amener dans le réconfort et la confiance qu'on peut lui donner. Il faut pas le laisser seul face à ça. C'est-à-dire que si vraiment il ressent ce que tu es en train d'expliquer, si c'est vraiment son ressenti, le rôle de l'entraîneur, il est capital en fait. Il est capital parce que ça reste mine de rien le premier préparateur mental des joueurs et de l'équipe, le coach, et la confiance qu'il va pouvoir lui donner, la réassurance qu'il va pouvoir lui fournir va être d'un grand soutien pour lui comme pour d'autres joueurs qui sont passés par là. Mickaël Campo, merci pour cet éclairage. Quand même, petite question par rapport au 15 de France, puisque vous occupez de la préparation mentale à la Fédération française de rugby. Est-ce que là, vous intervenez à distance avec l'équipe qui est partie en tournée en Argentine ? Alors là, la situation est un peu particulière parce qu'il y a le 7 olympique, donc je suis sur le 7 à l'heure actuelle. Mais la cellule travaille avec le 15 et on a travaillé lors des 2 semaines là, de regroupement à Marcoussis. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'organise à distance quand ils sont à l'étranger, comme ça pour continuer le travail, les travaux de groupe. Donc effectivement, il y a ça qui s'organise. Bon, vous les sentez comment ? Très bien. Et puis avec un staff qui est très motivé, qui est très travailleur aussi par rapport à tout ça. Et je suis sûr que ça va faire une belle tournée. On va te remercier Mickaël Campo d'avoir été avec nous en direct. C'est un vrai plaisir d'échanger et justement d'avoir cet éclairage aussi. On peut mieux comprendre aussi comment on gère ce genre de situation qui est quand même, on n'avait jamais vu une finale avec un tel écart et c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Merci Mickaël, à très bientôt et bon JO. On croise les doigts bien sûr pour nos setistes français et françaises. Johan, le mot de la fin, c'est la dernière de la saison pour Au cœur de la mêlée. Voilà, cette émission du lundi soir. Vous avez manqué. Oui, le rendez-vous du lundi va être terrible. Je vais tourner en rond de 20h à 21h. On se fait des petites conférences, si vous voulez. Voilà, on peut continuer, on te fera des visios. Ah, c'est gentil, messieurs. Ouais, pour te localiser, on va te géolocaliser aussi parce qu'on ne sait pas trop où t'es. Voilà. Bon. Moi non plus, des fois, je vous rassure. Merci en tout cas pour cette saison. Merci Philippe. Merci. Un plaisir. Merci à vous les gars. Ouais, on a passé une très belle saison. Ouais, c'était magnifique. Et merci Quentin, toute l'équipe, Aude également, le Standard. Voilà, et puis bien sûr vous les auditeurs qui nous avez bien sûr appelés tout au long de la saison. Allez, on enchaîne bien sûr, c'est les clés d'une vie. Oui, bien sûr, Jacques Pessis, les clés d'une ville lundi soir, c'est comme ça. Puis on rappelle quand même que les footballeurs français sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. Victoire 1-0 à la 85e, je crois. But de Colomani détourné par... Pardon ? But contre son camp. Contre son camp, de Vertonghen. Voilà, c'est en tout cas, les Français retrouveront peut-être le Portugal en quart de finale. Ils attendent le nom de leur adversaire. Merci d'avoir été avec nous en direct.